Eh bien, chers amis, merci d'être venus, si nombreux, puisque pour finir, il y a tellement de place. Je peux l'avoir. C'est bien, oui. Est-il vraiment nécessaire de vous présenter Jean-Paul Calvet? C'est le président de la Société d'Histoire de Revel, pour ceux qui ne le savent pas encore. Moi, je suis le pasteur Prunier, à la retraite, et président de la Société d'Histoire du Protestantisme Tarnais. Oui, vous allez me dire que Revel n'est pas dans le Tarn. Ainsi, pour nous. Alors, ce monsieur Calvet est un autodidacte passionné qui s'intéresse à tout. Et je le cite notamment à la spéléologie, à la géologie, à la paléolithique humaine et animale, à l'archéologie, au patrimoine, à l'histoire. Il est aussi membre des comités départementaux du Tarn de spéléologie et d'archéologie. Mais c'est à l'histoire de Revel et à sa région jusqu'à Sorèze qu'il a consacré l'essentiel de son travail. En effet, Jean-Paul a beaucoup écrit, plus de 80 articles, je crois. Il s'est lancé dans une monumentale histoire de la Bastide de Revel en Languedoc, vous l'aviez tout à l'heure, mais vous l'aurez tout à l'heure aussi, qui devrait être représenté sous la forme de 5 tomes de 300 pages chacun. Et le premier tome est déjà paru à la fin de l'an dernier et retrace l'histoire de la fondation même de Revel. Ces études historiques sur Revel l'ont amené naturellement à rencontrer le protestantisme, bien présent dans la région au temps de la Réforme. Jean-Paul Calvet est devenu un spécialiste du pasteur David Martin de Revel, exilé à Utrecht et traducteur bien connu de la Bible. La Société d'Histoire du Protestantisme Tarnais a 3 ans. Elle émet 2 bulletins par an et une journée d'études chaque année sur des sujets différents. La Société d'Histoire de Revel et la SHPT ont donc trouvé un terrain d'entente, l'arrivée de la Réforme au XVIe siècle et les guerres qui ont suivi et la biographie du plus célèbre pasteur originaire de Revel pour vous proposer conjointement cette conférence. Bien, merci. Je vous remercie à tous d'être venus, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Je savais que cette thématique ferait bouger les gens. Je remercie beaucoup la Société d'Histoire du Protestantisme Tarnais, qui m'a sollicité, parce qu'au départ, c'est pas moi qui ai eu l'initiative de faire cette conférence sur le protestantisme et sur David Martin, bien que je sois en train de préparer pour le tome 2 un gros chapitre sur le protestantisme à Revel, et Dieu sait qu'il y a de la matière. Je ne suis pas du tout un spécialiste sur le protestantisme, mais comme le pasteur Tony a dit, je sais un peu un touche-à-tout, et pour un touche-à-tout, je vais dire, c'est pas péjoratif, mais on est spécialiste de rien. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé à Revel pendant 3 siècles environ, puisque c'est 3 siècles très sombres de notre histoire, où on montre l'intolérance, donc une tolérance religieuse, mais aussi le problème politique qu'il y avait à l'époque, à Revel. Alors, évidemment, actuellement, pour ceux qui me connaissent, qui suivent les conférences que nous faisons, actuellement, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'iconographie dans les montages. Là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un petit peu, mais pas beaucoup, bien moins que dans les précédentes conférences. Et de plus, la thématique que je vous propose ce soir est un peu compliquée. C'est assez compliqué, donc je vais essayer de ne pas vous obliger à prendre un cachet d'aspirine avant de dormir après. Je vais essayer de faire simple. Quand on fait simple, on ne va pas dans le détail, mais il y a quand même des choses très importantes que je dois vous dire. Donc vous m'excuserez, mais il y aura beaucoup de textes qui vont s'afficher, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais sur moi, c'est quand même un moyen pour moi de pouvoir suivre un petit peu cette conférence et de pouvoir vous la présenter. Donc voilà, donc je vous ai présenté les quelques bémols à l'intervention, c'est ce que je viens de vous dire. Et il faut bien dire que, avec le départ de la réforme, que l'on peut considérer en l'an 1527, il y a une grosse indigence des textes, locaux en tout cas pour Revel, pour le XVIe et XVIIe siècle, étant donné que les registres consulaires de cette époque-là, il n'y en a pas, ou en tout cas, pour le XVIIe siècle, il y en a 3, mais qui sont très très difficiles à lire.
très très difficile, d'abord par l'écriture curviligne, deuxièmement parce que là, on ne passe à travers le papier, c'est vraiment très très difficile de lire tout ça. Ça va mieux après avec le XVIIIe siècle. Mais pour le 16e, 17e siècle, ben, localement, on n'a pas grand-chose. Alors on me dit, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que je fais là pour vous parler de Revel du 16e, 17e siècle, étant donné qu'il n'y a pas de documentation. Eh bien si, on a quand même la documentation qui a été faite, en tout cas, par les gens qui étaient contemporains de cette période-là, qui ont beaucoup écrit. Alors j'ai mis quelques auteurs, comme Jean-Justre de Bréchard, le journal de Forain, Bouffard Madiane, Camille Rabault, Jacques Garche et bien d'autres, où on trouve des choses exceptionnelles. Et j'ai essayé de... Oh, j'avais peur que ce soit une panne d'électricité. À travers ces écrits, on retrouve beaucoup de témoignages de cette époque-là, très détaillés, et on retrouve beaucoup de choses sur Revel, ce qui veut dire que Revel a été une place forte, stratégique et très importante dans cette affaire-là, durant ces 3 siècles. Alors nous allons présenter, je vais vous présenter quand même un petit peu, le contexte local au début du XVIe siècle de Revel. Eh bien, Revel, ça fait, je me mets un peu en arrière pour pouvoir lire ce que j'ai mis, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir suivre un petit peu tout ça. Il y a un siècle et demi, en 1500, il y a un siècle et demi environ que Revel existe. Revel a environ 3000 habitants. Ça, c'est avéré, c'est écrit dans des textes. C'est une ville importante. Il faut savoir que Castres, à l'époque, fait 10 000 habitants. Albi fait 20 000 habitants environ. Revel est doté de remparts. Depuis 1355, avec le passage du Prince Noir qui était passé sur Castelnaudary, par sur Revel et sur Castelnaudary. C'est une ville qui est très active et dynamique. Ville active et dynamique, tout d'abord, au niveau culture. J'aurais dû dire agriculture. Mais ici, on le sait que le pays du Lauragais a une terre très très riche, et on y cultive le blé, le seigle, l'orge, l'avoine. On y fait du pastel, on sait très bien que c'est le pays de Cocagne, pas tellement à proximité de Revel, mais en tout cas sur les reliefs de Cuesta, qu'il y a du côté de Pylorant, Saint-Félix et autres. Hein. Et le pastel, s'exporte vers l'Angleterre, vers les Flandres, les Pays-Bas, et l'Allemagne rhénane est bien plus loin. Et ça, son importance, on le verra tout à l'heure. Deuxièmement, il y a l'élevage. L'élevage est essentiellement de moutons. Il y a que ça, beaucoup de moutons. Qui dit élevage dit laine, dit drap, des marchands drapiers, puis faiseurs de barbes. Il y a beaucoup de marchands de draps à Revel. Et là aussi, il y a des échanges économiques qui se font avec l'extérieur de la région, du Languedoc, en particulier l'Espagne, l'Italie, mais aussi le centre de l'Europe. Eh bien, je ne vais pas refaire l'histoire, mais quand même, on va se rappeler un petit peu ce qui se passe, puisque Martin Luther, ayant pris de Saxe, dans l'Allemagne actuelle, à l'est de l'Allemagne actuelle, va en 1517, c'est un moine, Luther, moine va critiquer un petit peu la façon dont l'Église catholique, apostolique et romaine fait son affaire, notamment au sujet des indulgences. Il n'y a pas que ça. Les indulgences, c'est un moyen de ramasser de l'argent pour pouvoir financer essentiellement, je prends des raccourcis, la basilique Saint-Pierre. Mais là, il y a des choses qui vont pas très bien, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et il estime que, notamment dans une période de guerre, où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de malheurs dans cette Europe, les gens qui ont de l'argent, ils ont pu tuer plein de gens pendant cette guerre, mais du moment qu'ils ont de l'argent, ils payent les indulgences, avec ça, ils sont absous de tout péché. Il n'y a même plus de purgatoire, ils sont tranquilles. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais Luther, au départ, lui, il ne veut pas de scission, il ne veut pas de schisme. Il veut que le système change. Entre guillemets, je ne sais pas si le mot est bien dit, mais que la religion se modernise un petit peu, et en tout cas qu'elle soit beaucoup plus humaine. Malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque bien qu'il y ait des échos, notamment dans la noblesse, y compris la noblesse allemande, mais aussi en France. Il ne faut pas oublier que la sœur de François Ier, oui, a adhéré assez rapidement à la réforme. Enfin, en tout cas, il était d'accord avec ses idées. Et il va placarder Dossa, la porte-église de la Toussaint à Wittenberg, et là, il va y avoir des problèmes, puisque dès le 1520, il est sommé par le pape Léon X de se rétracter, après il est excommunié, mais malgré ça, quand même, il aura quelques soutiens politiques. Mais c'est vrai que ces idées font, si je peux employer ce mot, font tache d'encre. Et il y aura d'autres personnes qui vont prendre le relais. Celui qui est le plus connu en France, sinon, c'est Jean Calvin. Jean Calvin qui va diffuser ses idées de Luther,
Mais il y aura aussi Théodore de Bèze, personnage peut-être moins connu, en tout cas, pas en tout cas dans les gens qui sont très compétents dans l'affaire du protestantisme, mais qui est moins connu que Jean Calvin, et ainsi que Guillaume Farel, et bien d'autres, comme Guillaume Brissonnet, Gérard Roussel, Guy de Bresse, et bien d'autres. Les idées de Luther vont se répandre en France à partir de 1520, 3 ans environ après le placardage de ces idées à Wittenberg. Donc, sous l'influence de Jean Calvin, Théodore de Bèze et d'autres, une nouvelle église va se structurer. Il va y avoir une rupture avec l'église romaine. Parmi les gens qui sont, allez, on va employer le mot, qui sont en schisme avec l'église romaine, apostolique et catholique et romaine, eh bien, il y aura deux courants qui sont beaucoup plus humanistes, qui sont favorables à une réforme dans le cadre de l'église, c'est-à-dire qui ne veut pas faire trop de vagues, disons, qui voudrait que ça se passe calmement, et un courant dit luthérien qui, lui, par contre, va être en complète rupture avec l'église romaine, et très très rapidement. N'oublions pas que Théodore de Bèze était essentiellement à Genève, il formait des pasteurs, Jean Calvin aussi était à Genève, et quand on forme des pasteurs à Genève, on les envoie après en France. Et on a un texte où, à Castres, en avril 1549, il y a Joffre Brun, je ne sais pas si on Joffre ou Joffre Brun, qui vient de Genève pour prêcher. Et il y en a d'autres qui viendront dans la région ici, formés essentiellement aussi à Genève, pour prêcher la nouvelle parole. Enfin, pas la nouvelle parole, excusez-moi. La même parole, mais dans le cadre de la réforme. Alors, dans la région, on va parler évidemment de la région, je ne vais pas faire quelque chose de très général, hein, ça serait très compliqué, d'ailleurs, je n'ai pas les connaissances pour cela, mais dans le Languedoc, on sait que très rapidement, à Toulouse, dès 1520, on commence à voir les idées luthériennes qui commencent à arriver. Elles arrivent comment? Dès 1520, vous vous rendez compte, 3 ans seulement après le placardage de Wittenberg. Ça arrive 3 ans après, tout simplement. Premièrement, c'est que les échanges pour le pastel, je sais que Toulouse est une place importante pour le commerce du pastel, mais aussi la région du Lauragais ici, hein. C'est à l'est de Toulouse que ça se passe pour le pastel. Donc, les échanges avec, comme je vous dis tout à l'heure, avec le nord de la France et l'Europe, enfin les pays rhénans et tout ça, des échanges se font, échanges verbaux, de personne à personne, dont les gens qui viennent d'en haut, ben, disent, voilà, il se passe là-bas, chez nous, ça se passe, on n'est pas d'accord, dont les idées se diffusent comme ça, de bouche à oreille. Mais aussi, c'est les marchands à pied qui, eux, ont des échanges aussi avec beaucoup de monde. Donc très rapidement, la réforme gagne notre région. Et on voit très bien, par exemple, qu'à Toulouse, c'est pour 1920, Pamiers, c'est 1560, ainsi de suite. Et Revel, il y a marqué 1560. Attention, les dates que je donne, ce sont des dates qui sont, évidemment, que j'ai puisées dans la documentation, c'est pas moi qui les invente, hein. Mais elles sont données d'après les textes, d'après les choses qui ont été trouvées dans les textes. Donc, quand on a écrit en 1560 qu'il y avait du calvinisme ou qu'il y avait la réforme, par exemple, à Revel, en 1560, il est certain que bien avant, elle était déjà là. On comprend bien. Donc, il ne faut pas dire qu'à Revel, paf, 1560, ça commence exactement là. Ça a dû commencer bien avant. Et ici, la première opération, voilà, ça je l'ai déjà dit. Donc, 1520, les idées aussi se propagent par un autre système, c'est l'imprimerie. L'imprimerie qui s'est modernisée un petit peu, on peut imprimer plus rapidement, beaucoup plus vite, à moindre frais. Et l'imprimerie sert les idées de Luther. On diffuse des ouvrages. On sait que Calvin, je crois bien, je pense que je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous m'arrêtez, parce que vous pouvez reprendre. On est là pour échanger. Luther, je crois, était fils de l'imprimeur, si j'ai bien compris. Non, c'est ça, oui. Non. C'était pas ça? Non, où il a été imprimeur. Enfin, il était dans la dynamique des imprimeurs. Seulement, quand on imprime, il faut savoir lire. Dieu sait qu'à cette époque, il y avait peu de gens qui savaient lire et écrire. C'est donc essentiellement les classes sociales assez élevées, la noblesse, mais aussi les bourgeois, la bourgeoisie, les mondes des affaires, qui vont lire et qui vont être gagnés par la réforme.
Donc c'est vrai que dans les courbes statistiques qu'on trouve, vous en verrez une un peu plus loin, dans les courbes statistiques, dans les milieux agricoles, dans le petit peuple, il y a un petit pourcentage de gens qui vont être gagnés par la réforme. Par contre, dans les hautes classes sociales, noblesse, les gens de lettres, tout ça, la réforme va pénétrer très rapidement dans ces milieux-là. Et c'est le roi Ladurie qui a écrit cette phrase: pour le quart d'heure est huguenot et le paysan est papiste. Voilà, autrement dit, les gens qui ont des métiers assez élevés sont protestants, et les paysans, eux, gardent une religion catholique. Donc c'est plutôt vers 1530 que vont se diffuser les idées. Voilà, donc ça, excusez-moi de parler comme ça, c'est pas normatif parce que je parle sur les images plus faciles. Tout ça, j'en ai parlé. Il faut savoir que le luthéranisme en Suède et au Danemark, ils vont en faire une religion d'État. En Suède en 1529, au Danemark en 1536. Notre région, c'est un véritable, je vais employer ce mot, ça devient très rapidement un bastion de réforme. Il y a beaucoup de gens ici dans la région qui vont embrasser les idées de Luther, de Calvin. Je dirais de Calvin. Je veux dire qu'il y a quelques différences entre le luthéranisme et le calvinisme. Donc, vous avez ici les villes qui sont gagnées par la réforme. Dans notre région, vous voyez qu'elles sont assez nombreuses. Et encore, il n'y a pas toutes les villes, c'est les principales villes que l'on met là. Vous voyez que Revel est bien marqué. Et c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, dans beaucoup de textes, on voit que Revel apparaît très souvent dans les fameuses guerres, je vais employer ce mot, les guerres de religion. 1917, 1930, 1940, les idées diffusent. Déjà, il y a eu des petits problèmes, des petites exactions, des gens qui ont été brûlés pour leurs idées, voilà, des gens qui ont été tués. Mais pour Revel, on sait qu'il y a environ un tiers de la population qui est huguenote, dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a 1000 à 1200 personnes, et c'est pas rien. Un tiers de la population revelloise vers les années 60 qui est huguenote, c'est pas rien. Et on sait qu'en 1560, il y a un monsieur qui s'appelle Louman, qui est ministre, on va employer ce mot, ministre huguenot, qui va fonder la première communauté calviniste à Revel. Il va prêcher publiquement dans notre ville, en 1960. Et l'année après, 1560, 1900 je dis, et oui, vous voyez. Je vais avoir 70 ans, excusez-moi, ça commence. Bon, allez. Donc, ce 30 novembre 1961, il y a plusieurs villes de la région, dont Revel, qui vont demander la liberté de culte dans leur église réformée, située bien souvent à l'intérieur des villes à cette époque-là. Les demandes sont rejetées par les États. Parce que cette époque-là, il commençait déjà à y avoir pas mal de problèmes en France. Il y a quelques édits de pacification qui commencent à poindre. On dit, bon, on veut bien que vous fassiez comment on dit, vos sacrements et tout ça, que vous réunissiez dans vos églises, mais à seule condition que ce soit en dehors des villes. Et si possible, assez loin des villes, pour éviter qu'il y ait que le reste de la population soit gagné par cette réforme. Donc on accepte que cela soit fait en dehors des villes, et a priori, ça ne plaît pas, même ça ne plaît pas trop à certaines personnes, et notamment je crois que c'est le duc de Guise, je crois que c'est ça. Excusez-moi, j'aurais quelques lacunes, hein. Je vais brosser quand même un tableau assez complet sur Revel. Donc, qui, le 1er mars 1962, va aller à Vassy, qui est un petit village, 1562, qui va aller à Vassy, et là, il va y avoir un massacre, 50 morts. Vous avez une image de ce temple protestant qui est attaqué à eux. Donc il y a 50 morts, les gens montent sur les toits, enfin c'est vraiment terrible. Et ensuite, le mois après, le 12 avril 1962, 80 morts à Sens. Là, on jette les gens dans le ruisseau, dans la rivière. Même les femmes qui sont enceintes, on les tue, on les éventre, on égorge les fœtus. Enfin, c'est quelque chose d'absolument horrible. Mais à cette époque-là, c'était pas des époques très tendres. En 1562, il y a une rébellion à Toulouse, et Toulouse, là aussi il y a beaucoup de morts. Toulouse va rester au pouvoir catholique. Les protestants ne réussissent pas à prendre le pouvoir parce que ça commence.
et Montauban et Castres vont devenir les hauts lieux de la réforme dans le Languedoc. Il faut savoir aussi que dès mai 62, il y aura de la part du Parlement de Toulouse des saisies des consuls. Et là, les consuls de Revel sont, par jugement du 10 juin 62, sont pris en considération et il va y avoir, on va prendre leurs biens, certains sont même molestés, enfin il se passe beaucoup de choses à cette époque-là. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, 60-62, on voit très bien que la poudrière est allumée, mais il commence à y avoir quand même quelques édits de pacification où on essaye de calmer tout ça, mais ça ne marche pas très bien. Jusqu'en 1729, Revel et Sorèze vont compter parmi les places fortes stratégiques disputées dans notre région. Alors, les guerres de religion. Le mot est peut-être pas très juste. On parlerait plutôt de guerre religio-politique. Parce que là, c'est le problème de la politique qui est derrière. Derrière, qu'y a-t-il derrière? C'est notre monarque en France, qui est une monarchie de droit divin. Si le roi, ce droit, il l'a par Dieu. Il est investi par Dieu et par l'Église catholique. Et il y a une seule Église en France, c'est l'Église catholique. Il y a un roi, une foi, une loi. Et en considérant ça, il ne peut pas y avoir une religion différente, dont les protestants sont très très mal vus. Et donc, le schisme ne pouvait qu'avoir lieu. Et donc, je ne sais pas aussi si le mot schisme est bien à propos, mais en tout cas, ils ne s'entendent plus. Il va y avoir 8 guerres. 8 guerres de religion de 1562 à 1598. Il va y avoir une certaine pacification avec Henri IV et l'édit de Nantes. Et ensuite, il y aura les guerres de Rohan qui vont se passer essentiellement dans la région, de 1621 à 1729. Ensuite, il y aura une accalmie. Et après, 1680 et 1685, ça va être des pressions par le clergé et par les pouvoirs politiques contre les réformés. Et vous allez voir qu'à Revel, il va se passer plein de choses. Et c'est à partir essentiellement d'octobre 1687 qu'il y aura la révocation de l'édit de Nantes, et que là, il y aura beaucoup de protestants qui vont s'exiler. Souvent, dans les exils, ça va être les gens qui sont socialement, qui font marcher les affaires, tout ça, et ça va être vraiment un gros problème un petit peu pour l'économie du pays. Et c'est à cette époque que David Martin, on en parlera tout à l'heure, dont notre Revelois, va s'exiler et va partir vers les pays unis, c'est-à-dire vers la Hollande, à Utrecht. Alors à Revel, qu'est-ce qui passait? Alors je vais essayer de faire vite, mais le but de cette conférence ce soir, c'est quand même de vous dire ce qui s'est passé à Revel, pour vous montrer, je vais employer la richesse de l'histoire, c'est pas une richesse, le mot n'est pas très bon, les malheurs de l'histoire, pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé à Revel, sur ces 8 guerres de religion et aussi sur les guerres de Rohan. Première guerre de religion, mais à Revel, il ne se passe pas tout compte fait grand-chose. C'est surtout Aurillac et Saint-Juliac qui sont livrés au pillage. Revel, évidemment, est complètement... en tout cas, les réformés sont vraiment pas très à l'aise parce que tout vous est tombé. Il est resté aux mains des catholiques. Et c'est à ce moment-là dès 1962, qu'il y a des départs de nombreux réformés, en particulier Jean de Portal. Alors, Jean de Portal, c'est un Revelois qui habite une famille reveloise connue, qui est là depuis plusieurs générations, qui est un militaire, qui vit sur la galerie du Couchant, sur la galerie qui se trouve vers l'est, donc. Et Jean de Portal a une tante qui s'appelle Madame de Saint-Cric, et qui est, ça c'est intéressant à savoir pour l'histoire, qui est la première nourrice d'Henri IV. Ça c'est pas rien quand même, première nourrice d'Henri IV. Donc Jean de Portal, par la suite, fera de vous parler de lui. En tout cas, il s'en va de Revel, il va dans le Béarn, il va rejoindre donc la famille de Henri III de Navarre, futur roi Henri IV. La deuxième guerre, alors là, ça va très très mal. C'est-à-dire que le 29 septembre 1567, la ville va être prise par les protestants.
Et là, évidemment, les protestants rentrent dans la ville, la première chose qu'ils font, ils vont au couvent des dominicains. Alors, vous allez voir, les exactions, c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre, hein, parce que là, ça commence par les protestants, mais il n'y a pas de méchants et de bons là-dedans. Il n'y a que de l'intolérance, de l'incompréhension, mais il y a des exactions terribles des deux côtés. Là, dans ce cas-là, c'est les protestants qui vont rentrer au couvent des dominicains, qui se trouve sous la galerie du Levant, par contre, et là, ils vont précipiter 222 religieux dans un puits vivant. Ils tuent un consul, d'autres catholiques qui sont égorgés, et là, ils vont piller le couvent, ils vont tout casser, ils vont prendre beaucoup de mobilier, beaucoup de choses. La troisième guerre, alors je vais vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le 28 avril 1769, c'est la garderie protestante de Villemeur qui est attaquée. On a même les prisonniers à Revel. Donc là, on s'imagine un petit peu, par la porte de casse, de nombreux prisonniers qui arrivent de Villemur et qui vont être incarcérés dans la ville. En juillet 69, ce sont les troupes de Montgomery qui vont stationner devant Revel. Là, tout le monde a peur, mais tout compte fait, il ne se passe rien. Elle ne fait que stationner, elle fait que passer. Ensuite, en février 70, c'est l'armée de Gaspard de Coligny qui passe devant Revel. Elle va vers le Bas-Languedoc. Il y a quand même quelques ravages dans la plaine, mais Revel n'est pas attaqué. Bon, pour le moment, à part le problème du couvent des Dominicains, qui est quand même très grave, ça va à peu près par rapport à ce qui se passe ailleurs. La quatrième guerre, c'est notamment le 24 août 1572 que se passe le massacre de la Saint-Barthélemy. Évidemment, c'est pas Revel. Le massacre de Saint-Barthélemy, on le sait, c'est un événement national, ça ne se passe pas ici. Et en mars 1973, il va y avoir la prise de Dreuil par les protestants. Le protestant Angélique, qui est un chef de troupe, qui est natif de Saint-Félix, pas très loin, va attaquer Dreuil, qui va tomber assez rapidement. Évidemment, Dreuil, c'est vraiment dans le voisinage de Vaudreuil. Vaudreuil se trouve les fameux Rigaud, la famille Rigaud, ceux qui sont plus tard consuls au Canada. Donc, Charles de Rigaud, avec le seigneur de Pandiès, vont monter un petit contingent assez important, vont partir de Revel, et vont essayer d'attaquer Dreuil. Manque de chance, il y a des renforts qui vont arriver, et ils vont être appuyés par Dame. Dame, c'est un seigneur très important, qui est vraiment aussi dans l'entourage direct d'Henri IV, Henri IV de Navarre, puis Henri IV, qui vont les reprendre en revers. Et là, Charles de Rigaud et seigneur de Pandiès sont obligés, à bris d'abattu, de repartir directement vers Revel, d'aller se protéger derrière les fortifications, l'épée dans le rein, comme c'était écrit dans les textes, et là, il y aura 200 hommes qui seront tués. Mais les protestants, faute d'intérêt stratégique, vont abandonner le village. En 1973, c'est la prise de Sorèze, là, il y a un massacre de 100 personnes. Puis le 5 juillet 1973, là, c'est toujours Dame, le seigneur de Dame, c'est un seigneur de Durfort en Ariège, c'est pas le Durfort d'ici, qui vont monter une embuscade. Comment ça se passe? Il y a une cinquantaine de protestants qui vont se cacher au pont de la Maire, vous savez où c'est vers Piloan. Et il y a un gars à cheval qui va arriver à la porte de Castres, qui va tirer un coup de mousquet en direction d'une personne qui est en faction. Il va repartir avec le cheval, tout doucement, pour bien attendre que les gens lui courent après. Donc les gens sortent de Revel, il y a peut-être 60-70 cavaliers qui courent après. Alors là, par contre, le train va beaucoup plus vite. Il va en direction du pont de la Maille. Quand les autres arrivent au pont de la Maille, évidemment, ils sont mousquetonnés tous. Et il y a beaucoup de morts. Après, le jour suivant, ce sera Durfort. Alors, à Durfort, là, on prend le curé, on l'enterre jusqu'au cou, on joue avec des boules en bois, on va pendre le consul à une chaîne, et il y aura d'ailleurs on dira par la suite qu'à partir de ce moment-là, les chaînes faisaient des glands qui étaient à moitié rouge, à moitié blanc. C'est vraiment la rue du pays. En 1574, voilà ce qu'on dit, même que la plus grande partie du pays est déjà abandonnée de tout agriculteur, et il ne sauverait aucun bestial, aucune bête pour labourer la terre. Et quant au commerce, bien ça se point réduit qu'il n'y en a aucun du tout. Vraiment, les gens sont très malheureux, la plaine est complètement ravagée. Alors, à cette époque-là, 1575, il faut savoir qu'il y a plein de batailles qui se font dans notre région. Je vous ai montré un petit peu sur cette image. Ici, alors que le Tarn, puisque c'est le département du Tarn,
et essentiellement huguenot, il y a une zone ici qui se trouve autour de Lautrec de Vielmur, qui est un bastion catholique. Et là, il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup de batailles qui vont se faire à cet endroit-là. On le sait, Vielmur va tomber, et Lautrec aussi. La 5e guerre, alors évidemment, chaque guerre, on dit première, deuxième guerre, parce que chaque fois, il y a une vie de pacification, ça se calme 6 mois, 1 an et demi, il y a un petit problème qui repart, un petit truc qui ne va pas, paf, c'est reparti, enfin, les gens sont vraiment à cran, ils ne peuvent plus se voir, quoi. Donc, la guerre repart, les troupes réapparaissent. Dans la nuit du 13 décembre 1976, Revel est prise par les protestants, on démolit les édifices religieux, du coup, on va renforcer les remparts. Et alors, comment ça se passe, cette prise? Tout simplement, c'est tout des fois que ça se passe, et là, on a un détail. Je ne me rappelle plus si c'est Gifre de Réchat qui écrit ça, mais ils expliquent qu'à un moment donné, sur la place, il y a quelques protestants qui sont à un angle de la place, puis les catholiques qui ont fait venir des gens dans le couvent des dominicains, ils se préparent à faire une sortie pour attaquer tous les protestants de la ville, mais là, ça se passe mal pour eux, étant donné que les protestants avaient aussi prévu ça, et il y a des renforts qui rentrent, ils arrivent à prendre une porte, les protestants rentrent, et là aussi, de nouveau, on met les moines dans les puits, il y a une couche de terre, de pierre, qui se met, on met une couche de terre, de pierre, sur chaque moine, et de nouveau, le puits recèle une seconde fois. La 6e guerre, le maréchal d'Anville, qui était protestant, retourne à l'Est, et il va attaquer les villes protestantes, parce que c'est ça aussi, il y a des gens des fois qui tournent un petit peu la veste. Revel est attaqué, il y a de l'intelligence à l'intérieur. Quand il y a intelligence, il y a des gens que les ricots de Vaudreuil ont réussi à tourner. Ils vont faire un trou dans les remparts, à 30 pas de la porte de Castres, pour faire rentrer les gens qui sont à l'extérieur. Évidemment, ils sont pris et ils sont tendus. Enfin, il faut savoir qu'en 1577, va siéger à Revel la chambre de l'édit. La chambre de l'édit, c'est une sorte de chambre qui juge les problèmes entre catholiques et protestants, qui est formée en mi-partie de catholiques et protestants. Donc cette chambre, qui est une chambre très importante, va siéger à Revel en 1577, et en 1631, ils viennent ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, là où ils étaient, à Toulouse ou à Castres, il y a la peste, donc à Revel, Revel n'est pas encore touché par cela, et ils viennent ici. En Revel, que s'est-il passé pour la 7e guerre? Eh bien, la 7e, enfin à Revel, c'est surtout à Sorèze. À Sorèze que ça se passe, puisque le 3 mars 1580, de nouveau Sorèze est prise en pleine escalade par les catholiques, 80 morts à Côte-de-Baillé, là c'est les catholiques qui vont tuer les protestants, et les protestants vont se réfugier à Revel et à Durfort. 4 mars, il y a une tentative de récupération de Sorèze par le seigneur de Deigne. Dans ces échauffourées de la plaine, un Rigaud de Vaudreuil va mourir, et il faut savoir qu'elle était 1980, la plaine entre Sorèze et Revel sert de champ de bataille, notamment avec un chef qui s'appelle Henri de la Tour, vicomte de Turenne. Alors c'est pas le fameux Turenne que l'on connaît, c'est le vicomte de Turenne, Henri de la Tour, qui est lieutenant général du roi de Navarre dans le Languedoc, et qui va établir son quartier général à Revel. Il va entourer Sorèze de positions fortifiées, parce que Sorèze est catholique, et il va entourer notamment 3 forts, un à Saint-Amancé, un à la Valboche, qui actuellement c'est la ferme de la Valboche qu'on appelle, et à Borio-Blanc. C'est à cette époque que les châteaux de Garolac, de Paliès, de l'Astrouzeille et des Gasques, près de la Gardiole, vont aussi être attaqués. 13 septembre 1580, Sorèze est reprise par les protestants par la porte Malmalgrade. La porte Malmalgrade, c'est celle qui se trouve vers le sud. Malmalgrade, c'est la porte qui est mal gardée. Voilà, elle était mal gardée, et donc ils sont rentrés par là. Voilà les positions fortifiées autour de Sorèze. Vous voyez que Sorèze ici, la Borio-Blanc, la Valboche, le château de Saint-Chamond, à Saint-Amancé. 8e guerre, bon, vous pouvez souffler, c'est la dernière. Attendez, c'est pas fini, après il y a les guerres de Rouen. 7e guerre, eh bien, Revel protestant va envoyer des contingents à Montesquieu, Sainte-Puelle. C'est essentiellement le fameux Jean de Portal qui est revenu à Revel, qui est chef un petit peu de ces contingents protestants, et qui, avec 3400 arquebusiers, va aller à Sainte-Puelle en juillet 1586. Bon, je vais passer très rapidement.
Il faut savoir qu'à Revel, à un moment donné, il y a 3000 fantassins et 500 mètres. Vous vous rendez compte, imaginez-vous la dynamique qu'il devait y avoir dans cette ville. Voilà. Et en 1587, de nouveau, donc je ne donne pas tous les détails, Revel est reprise par les catholiques, et enfin en 1589, c'est l'avènement d'Henri IV. Quand la 8e guerre est finie, avec Henri IV, ça se calme un peu. Parce que Henri IV était protestant au départ, donc il se convertit au catholicisme. Ça il calme un peu tout le monde, il arrive à faire l'édit de Nantes. Toujours est-il que, malgré cela, la conclusion de ce leader, je le marque à droite et en blanc, voilà ce que pensent en gros tous les gens. Les gens pensent que les réformés ne sont soufferts que par tolérance et dissimulation, qu'on nous souffre une chose qu'on voudrait bien qu'il ne fût pas. C'est-à-dire que, on a bien compris, malgré le calme, la calme qu'il y a, la guerre est prête à reprendre. Alors, comme c'est un peu plus calme, le 1er mai 1990, on va construire un temple protestant à Revel. Il faut savoir que, justement, les protestants, en tout cas quand ils étaient maîtres de la ville, avaient leur temple protestant dans l'église des dominicains. Ils s'étaient servis de l'église des dominicains pour faire leur temple. Et lorsqu'ils font leur nouveau temple, qui est à un endroit qui est sur la galerie du Nord, je vous montrerai après sur le plan où il se trouvait, l'église dominicaine va être démolie en 1603. Malgré la paix, les chefs locaux continuent la guerre civile. Jean Portal va être fait prisonnier à Lautrec, et comme c'est un chef très important, les catholiques disaient celui-là il est prisonnier, il n'est pas question de le relâcher. À la fin, certainement, on allait certainement l'exécuter. Donc les catholiques disent celui-là, il ne faut pas le relâcher. Heureusement pour lui, il y a le grand chef catholique Joyeuse qui va mourir dans une bataille que l'on va retrouver noyé. Comme le corps du noyé de Joyeuse est récupéré par les protestants, eh bien, il va y avoir des transactions entre protestants et catholiques. Les catholiques disant nous on veut récupérer le corps de Joyeuse, les protestants disant ok on vous le rend, comme il est. Par contre vous nous donnez Jean Portal vivant. Et c'est ce qui se passe. Donc Jean Portal est libéré et Jean Portal repartira dans d'autres batailles. L'église paroissiale va être rebâtie vers les années 1602 et elle sera de nouveau démolie le 11 novembre 1921 à Revel. Excusez-moi pour toute cette succession qui est un peu... Je comprends bien que c'est pas marrant pour vous de suivre ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'importance de ces guerres et de vous montrer l'importance de tout ce qui s'est passé à Revel. Après, c'est les guerres de Rouen. Il y aura 3 guerres. Et là aussi, ce seront énormément de batailles qui auront lieu dans la région. Je vais raccourcir un petit peu. Ces guerres reprennent tout simplement parce qu'il y a l'affaire du Béarn, où le roi, de nouveau, va imposer à l'Assemblée protestante du Béarn de remettre des catholiques et d'imposer un petit peu les lois des catholiques. Et ça, ils ne sont pas d'accord. Et deuxièmement, c'est la fin de la guerre d'Espagne qui fait qu'il y a un rapprochement de la France avec la très catholique Espagne. Et de ce fait, tout cela ne plaît pas aux protestants. Donc Rouen, qui a son état-major sur Castres, et puis qui l'aura aussi à un moment donné à Revel, va reprendre ses guerres dans la région. Je vais passer rapidement. Globalement, les guerres de Rouen, c'est ça se passe un petit peu entre La Rochelle et Montpellier, et Montpellier, en passant par Béziers et Castelnaudary. Et là, on voit souvent des troupes catholiques qui passent très très près de Revel. Et chaque fois, ils ont pas parce qu'ils passent pratiquement sous les remparts de Revel, mais Revel n'est jamais attaqué. Une fois, grande chance, c'est qu'il y a le Bassompierre qui était le chef qui tombe de cheval, et une autre fois, ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne s'arrêtent pas parce que stratégiquement, aucun intérêt d'attaquer Revel, donc ils continuent leur chemin pour aller à renfort par Castelnaudary pour aller vers Montpellier, vers le siège de Montpellier. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que il y a beaucoup de choses que l'on connaît sur Revel. À savoir ce que je vous ai parlé, que la chambre des militaires Revel était venue ici, je pense, en 1631, qu'il y a des problèmes au niveau des cimetières du temple. Je reviendrai après, je vous expliquerai un peu les cimetières à Revel, comment c'était. Les cimetières, les catholiques qui ne veulent plus que les protestants soient enterrés à côté. Ensuite, il y a les prises de corps de 2 pasteurs très importants, Languier et Quinquiri. Là, on est à 1685, là, vraiment, c'est chaud, ça va vraiment, vraiment très mal, c'est là où les gens vont partir en exil.
Et là, à un moment donné, l'ancien Quinquérie arrive pratiquement à ramener beaucoup de gens à Revel, de protestants. Il y a des grandes messes qui ont lieu. Même à un moment donné, il y a un certain Viala, pasteur Viala, qui va réussir à amener ici, dans le cadre des... Allez, cherche le mot, du désert, les assemblées du désert. Pardon, voilà, les assemblées du désert, va rassembler, c'est assez dingue ce qu'on voit, plus de 10 000 personnes. Mais c'est les chiffres qui sont donnés. Évidemment, beaucoup d'exactions, là, dans l'autre sens, c'est les catholiques contre les protestants. Là, ben, si vous êtes obligé d'abjurer votre profession, de devenir catholique, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on prend vos enfants, on les met dans une famille catholique, on vous met dans une prison, les femmes sont mises dans des couvents, etc. Évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui partent aux galères, qui vont mourir aux galères. Alors, évidemment, c'est 196, c'est l'inscription du temple. Le temple qui se trouve sur la galerie du Nord. On met en place aussi des caisses de conversion. Les caisses de conversion sont des catholiques qui ont de l'argent, qui vont payer les gens pour je te donne tant d'argent et tu deviens protestant. Là, il y a des gens qui sont pauvres, enfin, qui marchent avec ça, et puis ils n'ont peut-être pas le choix non plus. Hein. Souvent, ils abjurent avec, comme on dit, les droits croisés dans le dos. Mais dans les caisses de conversion, il y a aussi des catholiques qui se disent protestants juste pour toucher l'argent. Et des fois, ça se passe 2-3 fois. 2-3 fois, ils font le coup, ça marche et ils touchent l'argent. Bon, voilà. En Revel, il y a plus de 700 abjurations. C'est de la folie. C'est-à-dire que dimanche ou un lundi, à Revel, à l'église, on ramène tous les protestants, on les met dans l'église et on leur dit voilà, là vous allez abjurer, vous êtes obligés d'y passer, ainsi de suite. Donc évidemment, cela entraîne beaucoup d'immigration, comme je l'ai dit tout à l'heure, déclin de l'activité commerciale et de l'artisanat. Alors voilà, le mot que je cherchais, je connaissais que lui, l'assemblée, bien sûr, les assemblées du désert. Les assemblées du désert, eh bien, dans notre région, on en a eu pas mal. Entre 1686 et 1776, nous avons eu la présence de 14 assemblées du désert. Qu'est-ce que c'est que les assemblées du désert? Je pense que la plupart d'entre vous savez ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, je vais expliquer un petit peu. Mais les gens ne peuvent plus faire leur messe normalement, donc ils sont obligés de se cacher. Et on se cache un peu n'importe où. Quand je dis n'importe où, c'est dans les coins que l'on connaît. Dans le bois des Pesquiers, près de Coufinal, au chemin d'Antest à Saint-Ferriol, près de Garevac, à Saint-Félix, dans le bois de Durfort. On le sait, tout ça, on le sait. Et parfois, c'est beaucoup de gens, je vais dire des centaines et des milliers de personnes qui vont se réunir. Évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Et parfois, dans la maréchaussée qui arrive à prendre des gens. Donc ces gens-là, pas de problème, c'est des galères, direct. C'est interdit, il ne faut pas. Parfois, on ne prend pas les gens, ou la maréchaussée n'a pas pu intervenir, mais elle va sur les lieux pour constater. Là, ils vont voir qu'il y a eu des bougies qui ont été allumées, il y a eu des gens, l'herbe a été foulée, donc il y a eu beaucoup de personnes. Et par témoin, il y a des témoins qui dénoncent. Un tel, et on va dénoncer un exemple, parmi tant d'autres. Et celui-là, on l'a dans des documents. Un certain Gabriel Bourré, qui habite à Saint-Jean-de-Calvérac, à côté du petit village de Saint-Jean-de-Calvérac, qui lui, on va vouloir le traîner en justice, mais heureusement, il sera prévenu à temps, il va partir, mais lui, il était condamné aux galères. On se savait condamné aux galères, vous vivez 5-6 ans, dans des conditions, vous m'avez compris, hein, qui ne sont pas très bonnes, on vit 5-6 ans et puis on meurt. Quoi. Voilà. C'est un arrêt de mort différé. Voilà, le fameux jugement de Gabriel Bourré, qui en plus est imprimé, quoi. C'est bien étayé, on explique ce qu'il a fait, pourquoi, comment, où, enfin, voilà. Dans lui, ça l'est sorti. Et évidemment, il y a beaucoup de pression, c'est les pressions que je vous ai dit tout à l'heure. Alors on trouve des personnes pour Jacques Terson de Paléville, près de Revel, bien entendu. Ben lui, on le ferme à Fort-Brest ou à côté d'Arles. On l'enferme pendant quelques années. Et s'il veut être libéré, il va falloir qu'il abjure. Ensuite, il y a une personne qui est dénoncée par le curé, par l'intendant. L'intendant, lui, il ferme un petit peu les yeux. Le curé, il revient. Et là, par contre, il va essayer de le poursuivre à travers les États du Languedoc, et il fait un dossier, il envoie un message à la Cour du Parlement,
du Languedoc pour dire attention, l'intendance n'est pas occupée, donc voilà. Il y a des gens qui vraiment attaquent tout à fait les huguenots. Ensuite, c'est des personnes qui peuvent plus travailler, parce qu'elles sont huguenotes. C'est l'époque des affaires Calas, Sirvin, les supplices du docteur Rochette, les trois frères de Grenier. À Revel, qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Et ce qui reste, c'est des remparts qui ont disparu, pas entièrement, parce qu'on sait qu'encore au fin 18e, il en existait encore pas mal, et encore, vous le savez, il en reste encore à la place du Paty, que l'on espère bien valoriser tout ça. Mais les remparts, après, il a fallu les détruire, hein, tout ça. Le temple, qu'est-ce qui reste? Du temple de Protestant, il reste un mur, je vais vous montrer une photo, qui se trouve là où c'est que le notaire Trouche, pour les Revellois, se trouvait, où se trouvait la maison Rodier, se trouvait derrière. Et on trouve notamment dans la cour de cette maison Rodier, où se trouve M. Trouche, une sculpture qui se trouve donc en haut d'une entrée en plein centre, comme ça, où on voit bien une petite croix et on voit qu'il y a quelque chose qui a été enlevé. Alors en dessous, c'était la symbolique souvent d'une colombe ou d'une goutte, ça je l'ai su tout à l'heure avec le pasteur Stronier qui m'a expliqué, qui symbolise cet esprit. On voit très bien, là vous avez un petit peu comment c'était, on voit que ça a été coupé, peut-être que le gel, parce que c'est assez génie de cette pierre, qui manque donc la colombe qui est tout dessous. Et alors il y a des gens qui, dans une monographie, je pense notamment Boumer, qui est dans la monographie Revel, qui a dit que certainement c'était l'effigie de David Martin. David Martin, c'est pas tout à fait son visage. Par contre, lorsqu'on prend la peinture de Clouet pour l'amiral de Coligny, eh bien, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais ça veut rien dire. Coligny, quand même, dans la région ici, c'était quelqu'un d'important. Coligny, donc un chef huguenot. Il était important, parce que d'abord, c'était quelqu'un de très connu. Deuxièmement, que son frère, qui s'appelait Odé de Coligny, avait été évêque à Toulouse, et du fait qu'il avait été évêque de Toulouse, il avait été abbé de l'abbaye de Sorèze. Voilà. Et il s'est converti au protestantisme. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'amiral de Coligny? Est-ce que c'est Odé de Coligny? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On sait. Alors, ce qui reste du temple, donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la maison du notaire Trouche, actuellement, la maison Rodier. Et là, c'est la maison voisine. On voit que ça a été détruit. Il reste deux grandes ouvertures. Sur le plan, c'est ici. Mais lorsque ce temple a été détruit, notamment quand il y a eu les cavaliers de Coligny-Bismarck, 4 bataillons qui sont venus détruire tout ça, donc catholiques qui sont venus détruire tout ce qu'il y avait dans la ville de Revel, ils ont détruit le temple protestant. On trouve dans les textes qu'ils ont réussi, les protestants, quand même, à retrouver une espèce de second temple qui se trouve à côté, et qui correspond certainement à... Ah mais décidément, bon, il faut que tu ailles en arrière, qui correspond à la tête de Coligny que je vous ai montré tout à l'heure, à l'entrée de... On passe, ça fait rien. La tête que je vous ai montré juste avant, et voilà, à l'entrée. Alors, voilà, c'était ça. Par contre, là, c'est le temple qui a été construit bien plus tard, qui est le temple actuel. Ce temple la décision de faire un nouveau temple a été faite en 1793, parce qu'évidemment, avec la Révolution française, les protestants pouvaient un peu mieux s'exprimer, disons. En 1808, c'est la famille Lacombe. Lacombe, c'est les Bermond Lacombe, qui étaient aussi protestants, qui vont offrir des maisons, et les travaux vont commencer. Et ils vont être achevés en 1803. Et c'est en 1840 que le culte protestant va être officiellement rétabli à Revel par Napoléon. Ici, je vous ai mis ce que l'on connaît des cimetières protestants. On sait que tout à fait au départ, le cimetière catholique était partagé en deux. Évidemment, il n'avait pas la même forme que maintenant, il était beaucoup plus petit. Et ce cimetière était divisé en deux. Il y avait une grande haie, on avait mis une palissade. D'un côté, on enterrait les catholiques, de l'autre côté, les protestants. Dans les textes, on voit très bien que parfois, il pouvait arriver qu'il y ait deux enterrements en même temps, le même jour. À cette époque-là, il y avait des moments, il y avait pas mal de morts. Et là, je ne vous dis pas, le
défunt, il devait se retourner dans le... Excusez-moi de le dire comme ça, dans la caisse, parce que là, c'était les rites, ils se battaient. Ils se battaient entre eux, quoi, voilà. Donc, à un moment, c'est plus possible. Donc, en 1665, jusqu'en 1685, ils font un temple, là où se trouve actuellement le garage Citroën, le garage Iveco, dans la rue de la gare. Et c'est pas rare, lorsqu'on y fait des travaux, qu'il y a des choses comme ça, qu'on retrouve encore des ossements. C'est comme ça qu'on a pu repérer un petit peu ce cimetière. À partir de 1685 jusqu'en 1788, eh bien, les cimetières se trouvent sur la route de Sorèze, en partant à Sorèze. Ah, si je peux, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est très très près de la crèche. La petite crèche des enfants. Voilà. Et actuellement, où c'est qu'il y a le foyer 3e âge et la perception. Et enfin, à partir de 1788, c'est le cimetière protestant actuel que l'on connaît, qui est placé là où il est. Et ce cimetière protestant de 1788 va être agrandi fin 19e siècle. Et alors c'est dingue, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, quelle tristesse. Fin 1890, dans les cahiers Rodier, on voit encore des écrits où une personne dit « Ah, comment encore, on voit bien que le maire, Toussac, c'est un protestant, et qu'il va encore agrandir ce cimetière pour les protestants, c'est pas normal. » Il y a encore, vous voyez, fin 19e siècle, des choses de l'anti-protestantisme qui existent encore en vie. Ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les classes sociales. Les classes sociales, en pourcentage, et il y a environ 7% de nobles qui sont, dès le départ, qui vont, enfin pas dès le départ, autant de, vers 1600, qu'est-ce que j'ai mis, vers 1680 environ, qui vont être huguenots. Les bourgeois, il y en a environ 10-11%. Les marchands, par contre, il y en a 25%. Ça correspond bien à ce que je disais tout à fait au départ, hein, les échanges, la diffusion des idées. Les artisans, là, par contre, ils sont très très nombreux. Par contre, le monde de paysans, eh bien, c'est juste 2-3% qui sont protestants. Dès le départ, ce sont plus de 1200 Revelois qui partagent la réforme. C'est ce que j'avais dit tout à fait au départ, un tiers de la population. Évidemment, à partir de 1685, lorsque ça se passe mal, les gens vont s'exiler. Parmi ces exilés, mais avant de parler de son exil, on va parler un petit peu de sa vie, très rapidement, quelle heure il est. Ça va, je suis dans les temps? On va pas le temps passer. Oh. Quand même, hein. Oh, j'ai essayé de faire vite. Donc, David Martin, qui est né à Revel. David Martin vient quand même d'une classe sociale assez élevée, puisque son père était consul à Revel. Ils sont à Revel, on ne sait pas très bien où ils habitaient. Toujours est-il que David Martin était connu à travers les monographies de Revel que par 3 ou 4 lignes, enfin en tout cas ici. Comme dit un vieil adage, nul n'est prophète dans son pays. Donc on a voulu en savoir un peu plus. Et ainsi, nous avons demandé à la mairie qu'il y ait un endroit, une placette qui se trouve près des AVF, à Caille-Ville française, la placette David Martin. Et là, on voit, ça se passe en 2009, c'est le pasteur Tim Ross qui était venu faire d'ailleurs une conférence de très très bonne tenue, justement, c'est David Martin, avec le pasteur Bonini, qui était à l'époque ici à Revel, et Bernard Revelé, qui est membre de la Société d'Histoire de Revel-Saint-Ferdinand. Alors David Martin en tout cas, va naître le 7 septembre 1639 à Revel. 1639, il y a longtemps que les guerres de religion ont lieu, donc il naît assez tardivement dans ces épisodes donc, de belligérance entre catholiques et protestants. Il est fils de Paul Martin. C'est un jeune homme qui est très brillant. Dès l'école, on remarque qu'il est très très intelligent, qu'il apprend très très vite, tout l'intéresse. Et il va faire même des études, il va partir d'Orvel, donc il va partir à Montauban, puis à Nîmes, et enfin il va finir à la faculté de théologie de Pilloran. Il faut savoir que la faculté de théologie de Pilloran a été avant à Montauban, et qu'elle a été déplacée de Montauban vers Pilloran. À 16-17 ans, il va faire un cours de rhétorique à l'Académie des réformés de Montauban. C'est quelqu'un qui manie très bien la langue française, il n'est pas comme moi, moi, bon, je préfère le progrès dans la façon de parler, mais lui, par contre, il est très 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 bon. Et il a pour cela d'excellents professeurs, comme par exemple David de Rodon, qui est un gars qui est connu. Vous allez sur Internet, vous verrez David de Rodon, il a
un pédigré assez important. Donc c'est un livre que le professeur de Redon lui apprend un petit peu la rhétorique, et à l'âge de 20 ans, le 21 juillet 59, il va être maître SR et sera reçu docteur en philosophie. David Martin se retrouve à Puylaurens entre 1660 et 1663. Il continue ses études. On sait que l'Académie s'est déplacée de Montauban à Puylaurens en 1660 et il va étudier la théologie. Il va dépasser complètement le cadre d'enseignement donné par ses professeurs. Comme je vous le disais, tout l'intéresse. L'histoire ecclésiastique, les langues orientales. Il parle très bien l'hébreu. Il connaît très bien le grec, le latin. Il va exceller dans ces matières. Il va aussi avoir d'excellents professeurs comme André Martel. André Martel, c'est un professeur de la faculté de l'Académie de Puylaurens, qui est très très connu. Pour se détendre, eh bien, il va lire. Il se détend comme ça. Il va lire les chefs-d'œuvre de l'Antiquité sacrée et profane, les langues orientales et l'histoire ecclésiastique. Donc c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très assidu, mais il en fait un peu trop. À un moment donné, il tombe malade. Peut-être un peu de dépression, voilà, il ne prend pas assez l'air. Il ne va pas très bien, mais il se rétablit. Et à 24 ans, il va mieux. En décembre 63, il y a des amis qui l'amènent à Mazamet. À Mazamet, il y a un synode protestant, voilà, assez important. On l'amène là-bas, et là-bas, on le presse parce qu'il est bon. On le connaît, David Martin, c'est quelqu'un d'important. Donc, on le presse, il n'ose pas trop, parce que c'est pas quelqu'un qui se met à l'avant. On le presse, mais quand même, il va accepter la vocation de l'église d'Espéros dans le diocèse de Castres. Et jusqu'en 1670, pendant 7 ans, il va s'occuper d'Espéros. Puis après, il va à Laconne. Alors Laconne, là, c'est pas facile du tout. Parce que là, il y a beaucoup de tensions entre catholiques et protestants, mais il y a beaucoup de problèmes de diplomatie. Mais il est très diplomate, David Martin, et il arrive à faire le joint un petit peu entre les deux et à calmer un petit peu les gens. Il aura d'ailleurs un procès avec l'évêque de Castres, un procès important qui aurait pu mal finir pour lui, mais comme il est très bon, il s'est très bien défendu, et l'évêque de Castres, ben, il a un peu baissé les yeux, et puis ça n'est bien sorti. Avec 7 ans, il va épouser Florence de Malka, et il va avoir 3 fils et 2 filles. Il y en a beaucoup qui vont partir des fils, et les filles vont se retrouver en Allemagne, un autre aux États-Unis et un autre en Angleterre. C'est d'ailleurs par les États-Unis et l'Angleterre qu'on a essayé d'avoir son portrait en couleur. On n'a pas pu l'avoir, on l'a en noir et blanc, mais on sait qu'il existe en couleur, portrait en couleur. Le 30 avril 1685, c'est au moment où ça se passe mal, il est décrété de prise de corps. Donc, très rapidement, il y a des amis catholiques, des amis catholiques, qui vont le prévenir. Parce qu'il arrive à faire le pont entre protestants et catholiques, entre les deux idéologies. Il arrive à faire le pont et c'est les catholiques qui vont le prévenir. C'est eux qui leur renseignent dedans, c'est pas les protestants qui l'ont dedans. Donc ils le préviennent. Donc, très vite, il veut faire un exil, mais juste avant de partir à l'exil, il vient faire un office très important ici à Revel, sa ville natale. Donc il part vers Rethel, dans les Ardennes. La Belgique, il va se réfugier en Hollande. Sa famille va le rejoindre quelques temps après, et la réunion avec la famille se fera le 9 novembre 1985 à La Haye. Là-bas, évidemment, il est quand même pas mal connu. Très rapidement, ils vont voir un petit peu ses compétences. Et on va lui proposer beaucoup de choses. La vocation de professeur en théologie, le pasteur de l'église wallonne de la ville de Deventer, mais il ne voudra pas. Il va rester à Utrecht. Et là, il va être pasteur français réfugié d'abord, puis ensuite pasteur ordinaire, jusqu'à sa mort, le 9 septembre 1729. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà l'église d'Utrecht. Évidemment, pour vivre aussi, David Martin donnait des leçons. Il donnait des leçons de philosophie à des jeunes gens qui venaient parfois de pays différents, qui venaient des classes aisées des Pays-Bas. Et on a même les fils de souverains de la Hollande qui vont lui faire honneur de lui demander des heures d'entretien pour l'enseigner. David Martin, son œuvre est importante, c'est 30 et 40 publications, je ne sais pas exactement. Il va notamment réécrire, sans modifier évidemment le fond, mais il va revoir la Bible pour la rendre beaucoup plus intelligible aux gens, et ce sera en 1707 qu'il va écrire cette Bible qu'on appelle la Bible Martin, et qui est très connue dans le milieu huguenot, mais surtout dans les pays anglo-saxons. Je crois qu'encore il s'en sert pas mal. Et il va aussi avoir des contacts avec l'Académie française. L'Académie française qui a été fondée
paradoxalement par Richelieu, qui n'était pas un ami, on le sait, des Huguenots. L'Académie française qui a été créée en 1635, il faut savoir que cette Académie française, elle a été créée en 1635 grâce à un club qui s'était réuni plusieurs années avant et qui était dirigé notamment par Valentin Conrart, qui était un Huguenot. Et dès 1534, ce Valentin Conrart va avoir l'idée de monter donc cette Académie française. Valéry Conrart a été aussi la personne qui conseillait Louis XIII, notamment. Ou Henri III. Écoutez, je suis un peu perdu. Voilà, il conseillait le roi, ou Richelieu, pardon. Il conseillait Richelieu, paradoxal aussi, un Huguenot qui conseillait Richelieu, justement dans les problèmes. C'est ça, c'est Richelieu. Même dans ces périodes un petit peu agitées. David Martin, à partir de la Hollande, on va mettre entre guillemets la Hollande, va monter une commission, va essayer de faire rapatrier les pasteurs qui se trouvent en France. Il y aura parfois des échanges. C'est-à-dire, on va échanger, par exemple, un pasteur huguenot qui est en France et qui se trouve dans des conditions très difficiles, comme par exemple un officier qui était prisonnier à Groningue. Il faut savoir qu'à l'époque, les Pays-Bas, la Hollande, avaient été en guerre aussi avec la France. Donc, il va décéder donc, à l'âge de 82 ans, le 9 septembre 1921 à 8h du soir. Il repose dans l'église Saint-Pierre d'Utrecht. Voilà son portrait. On sait que ce portrait est en couleur, j'arrive pas à l'avoir, ça fait même 3-4 ans que j'essaie de trouver des contacts, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, j'arrive pas à l'avoir. J'étais un petit peu sous surveillance de gens très compétents, par contre, à côté. Et vous me direz après ce que vous pensez de mon petit exposé. Des questions? Tout à fait. Comment Pierre Portugais a réussi à tirer ces marrons du feu avec une période aussi complexe et localement? On sait que Corrèze avait rasé, ruiné et brûlé en 1600, aux alentours de 1650-1660, donc c'est des passages que j'ai du mal à comprendre par rapport à Pierre Portugais. Alors je vais essayer de répondre parce que je travaille aussi, avec le tome 2, il y aura toute la partie de Riquet à Revel. Riquet avait des sympathies dans les milieux protestants. On se pose même des questions si à un moment donné, il n'a pas failli passer dans la réforme. Il avait des amis protestants, il a d'ailleurs prêté de l'argent à des amis protestants qui allaient se marier, on retrouve tout ça. Mais Riquet, il n'était pas à Revel, forcément, tout le temps. Il était aussi sur le canal du Midi. Oui, mais c'est vrai que la réforme, c'était quand même un gros problème, mais il avait aussi des problèmes parce qu'il s'occupait des salines. Il y avait la révolte la révolte dans les Pyrénées-Orientales, là aussi il a eu des problèmes. Il a fallu qu'il aille aussi, il a eu une période fortement agitée, mais on n'est pas là pour polémiquer ce soir. Mais au moment de la peste, il allait chercher aussi du sel là-bas. Mais a priori, dans les textes concernant Riquet, on ne trouve pas, si tu veux, de problème par rapport à ça. Il devait employer des catholiques et des protestants. C'est pas par hasard, c'est qu'il devait être comme David Martin. Il savait qu'il était diplomate et stratège, parce que quand même, il y a eu des moments, parce que là, on vous montre le côté exaction, les problèmes, les tensions, aussi cela. Il y a des moments, il y a des gens qui... je ne peux pas plus détailler, enfin j'ai vu, peut-être que vous pouvez en parler vous aussi, c'est qu'il y a des gens... la sœur de François Ier, elle n'était pas contre le luthéranisme au départ. Bon, il y a plein de gens, plein de nobles qui étaient pour. Après, il y a eu des pressions, des contre-pressions. L'Église il a dit non. Par exemple, il y a eu des évêques de Paris, je ne me rappelle plus le nom, lorsque Louis XVI est arrivé au pouvoir. Louis XVI, qui était un roi, bon, il a mal fini malheureusement, mais qui était assez calme. L'évêque de Paris avait dit à Louis XVI, surtout, continuer leur entreprise par Louis XIV et Louis XV. Il ne faut plus qu'il y ait un seul protestant en France. Voilà, mais voilà, il y avait toujours des gens qui mettaient le feu au poudre. Et de l'autre côté, c'est pareil, chez les protestants, il y avait des gens qui étaient plus calmes, qui étaient prêts à dire il ne faut pas aller dans la bataille, il ne faut pas aller dans la belligérance, mais n'étaient pas obligés de se battre avec tout ce qui se passait. On a les fameux
le terme est quelque peu péjoratif, excusez-moi, je vais l'employer, c'est des escambarques, les escambarlates, notamment au début des guerres de Rohan, quand Rohan a voulu relancer un petit peu les batailles, et bien il y avait des protestants qui disaient non, ça suffit, là, il y a eu assez de morts, il y a assez de tueries, ça suffit, on arrête, tout ça. Et on les appelait les escambarques, les escambarlates. En patois, c'est les gens qui sont comme ça, qui ne savent pas trop où ils veulent aller. C'est les tolérants, les gens intolérants, enfin. Les autres n'étaient pas intolérants. Enfin, c'est une grande histoire d'intolérance, tout ça, enfin, de mon avis. Partout. Au départ, il fallait... C'était long. Allez. Sait-on pourquoi le protestantisme s'est particulièrement bien développé dans la région? Dans la région ici, c'est autour de Castres. Hein. Castres a été vraiment l'innovation. Parce qu'au départ, si vous voulez, dès le départ, j'ai un petit peu expliqué au départ, il était question de prendre la ville de Toulouse. Tout à fait. Dès la première guerre de religion, vers 1562, si je me rappelle bien, il était question de prendre Toulouse. Toulouse, ils n'ont pas pris. C'est les catholiques qui ont gagné la bataille. Donc, de ce fait, tous les, entre guillemets, les états-majors, si d'ailleurs les états-majors qui devaient se mettre en place, se sont déplacés vers Castres et Montauban. Et tout s'est passé après un petit peu dans la région. Mais les protestants, si vous voulez, les places fortes n'étaient pas qu'ici. Il y avait Montpellier, il y a eu La Rochelle, il y en a eu en Bretagne. C'est toute la France. Là, je vous ai fait juste... Quand vous regardez une carte de France, même maintenant, si vous faites un grand sourire de la France, vous avez toute la population protestante avec un gros nez au milieu, c'est Paris. Il y a deux grandes, je dirais, théories sur l'application, sur l'arrivée du protestantisme dans le sud de la France, particulièrement dans les zones qui sont toujours les mêmes maintenant, c'est-à-dire les montagnes des Cévennes, les montagnes du Tarn et les montagnes de la Drôme. Alors, il y a Michel Jass, par exemple, qui est un spécialiste du catharisme, qui pense que le catharisme a fait déjà un lit originel. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt à autre chose. Je pense plutôt aux deux grandes colonnes de musulmans qui sont rentrés en France au 8e siècle, qui n'en sont pas ressortis et qui ont été s'installer, se réfugier dans les zones montagneuses. Et ces zones montagneuses ont été, je dirais, colonisées par la religion monothéiste stricte. Et quand Théodore de Bèze, qui est venu en Cévennes, il a trouvé déjà des gens prêts à être directement protestants. Sans aucune... ça a été une flambée de protestantisme sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Je pense parce que les gens avaient déjà été bien préparés, disons, à des années de monothéisme strict. Est-ce qu'on peut pas prendre aussi en considération, ça me fait penser deux choses, je l'avais dit un petit peu au départ, c'est qu'ici dans la région, il y avait des marchands drapiers, je sais, entre Carcassonne, mais ça depuis le XIVe siècle, enfin Grevel, en 1342, dès 1342, on voit qu'il y a beaucoup l'économie au travers des marchands des draps et tout ça. Alors ça, plus le pastel, avec les échanges avec le nord-est de la France, donc automatiquement, très rapidement, les idées ont fait la diffusion à Genève, je pense aussi en Suisse, mais aussi très rapidement, ici en France, par le Rhône, c'est descendu, Belle et Cévennes, hein, Montpellier, tout ça, et puis c'est revenu avec ce fameux CV, je n'avais pas pensé, je m'en rappellerai ça. Le sourire de la France, c'est ça, et ça remonte sur La Rochelle, c'est ça, le sourire sur La Rochelle. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, sur la carte, on le voyait très bien, Bassompierre, tout ça, quand il passait dans la région pour partir sur Montpellier, pour amener les renforts. Donc je pense que l'histoire du pastel aussi, et les marchands drapiers, c'est le marchand drapier, c'est important ici, c'est quelque chose de très important, Carcassonne, la montagne, et ici. Vous parliez tout à l'heure de Riquet. Tout le monde sait que sans Vauban, le canal du Midi n'aurait pas pu être viable. Et ce fameux Vauban a pris la défense des protestants près de Louis XIV. C'est vrai. Et ça, peu de gens le savent. C'est vrai. Mais c'est un historien que les protestants connaissent bien, Alain Monod, qui avait fait une conférence au Temple, qui nous expliquait l'énorme travail fait par Vauban, non seulement au niveau des fortifications, mais au niveau de la défense des protestants. Et malgré tout, Louis XIV, ensuite, a accepté l'édit de Fontainebleau. Et j'ai une petite anecdote quand même. Vous êtes arrêté à ce niveau-là, mais après il y a eu les Camisards, après l'édit de Fontainebleau. Et si
si ma mémoire est bonne, il y a un militaire qui porte un nom très bizarre, surtout quand on est à Vitrevel. Je crois qu'il a tué pas mal de protestants qui s'appelaient, je crois, Montrevel. Alors j'aimerais bien qu'on me le confirme. Il y a un rebelle à côté de Je ne vous le confirmerai pas parce que je n'ai pas de document sur ce Montrevel, je pourrais vous en parler, mais ça n'aurait aucune relation avec le protestantisme. Il y a Montrevel, il y a beaucoup de Montrevel, c'est très compliqué. On a pensé que Revel venait justement d'un fameux Montrevel, mais par contre qui était évêque de Lectoure et qui a été juge-mage du sénéchal de Toulouse à Godebout, au moment de la fondation. Pierre de Montrevel. Mais moi, voilà, moi je parle de 1342. Et Montrevel, il y en a plein. C'est ça le problème qu'on a un petit peu par rapport à l'étymologie du nom de Revel. Mais là, on pense bien avoir déclaré les choses. Mais pour Vauban, vous avez raison, il avait même été en disgrâce par Louis XIV. Alors qu'il avait fait tellement de choses, mais là, pop, c'est tombé, c'est carré à 90 degrés. Hein. Disgrâce, il ne dit pas pareil que le roi, ça ne marche plus. D'autres questions? Je peux ajouter quelque chose concernant la tolérance. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la tolérance date de Voltaire. Avant, la tolérance n'existait que comme une forme de lâcheté. Et oui, si on tolérait l'autre, c'est qu'on n'était pas capable de se défendre. Il fallait donc tuer celui qui ne pensait pas comme soi. La tolérance est une pensée, comment dire, récente et difficile à manipuler. C'est une faiblesse, quelque part. C'était une faiblesse. Je ne sais pas si ça ne reste pas une. Quand on voit ce qui s'est passé avec les démocraties. Pour moi, c'est une force. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Grâce à vous, nous avons passé une excellente soirée, avec beaucoup de connaissances que moi je ne connaissais pas. Je voudrais ajouter qu'à la Cône, où justement, comme il s'appelle Rémi Chabert, va nous parler de la présence de David Martin à la Cône. Ce qui continue, on continuera un petit peu à mieux connaître ce grand pasteur qui a donné quand même la Bible à portée de tout le monde. Voilà. Et bien encore merci beaucoup. Merci à vous, c'est vous qui avez... C'est grâce à vous qu'on a fait cette conférence. Sans vous, je ne la faisais pas. Donc merci à tous et à bientôt. Et c'est important votre présence. Et excusez-moi, on vous a gardé un peu tard.